Tout le monde croyait connaître Robert Conrad. Un homme solide. Un regard qui défie. Un sourire un peu narquois, comme s'il venait de gagner un duel sans même transpirer. Le genre d'acteur qu'on imagine incapable de reculer, même d'un pas. Et pourtant, des années plus tard, l'une de ses filles finira par dire tout haut ce que beaucoup pressentaient depuis le début. Derrière l'armure, il y avait un homme beaucoup plus fragile qu'il ne voulait l'admettre. Un homme qui jouait les durs, parce qu'il avait peur de s'effondrer. Et là, tout change. Parce que si vous avez grandi avec les mystères de l'Ouest, si vous avez vibré devant ce héros qui saute, frappe, court, grimpe, rit au danger, vous allez découvrir l'envers du décor. Une histoire de blessures invisibles, de fierté, de culpabilité, de famille, et d'un accident qui a tout brisé. Restez bien avec moi, parce que plus on avance, plus la légende se fissure, et plus l'homme apparaît. Et peut-être que vous allez vous reconnaître, vous aussi, dans cette lutte silencieuse. Celle d'un homme qui veut être fort pour tout le monde, sauf pour lui-même. Et si, au fil de l'histoire, vous sentez que ce récit vous accroche, pensez juste à laisser un j'aime. Pas pour flatter une vidéo, mais parce que ces histoires-là, celles où l'on découvre l'humain derrière l'image, méritent d'être racontées et partagées. Robert Conrad ne s'appelait pas Robert Conrad. Il est né à Chicago, en 1935, dans une ville qui ne pardonne pas. Un endroit où l'hiver mord les doigts, où les quartiers sentent le métal, la suie et la sueur. Et dans cette ville, il arrive au monde avec un handicap invisible, ses parents sont eux-mêmes presque des enfants. Son père a à peine 17 ans. Sa mère, 15. Deux adolescents avec un bébé dans les bras, et un monde qui ne leur laisse pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Alors le petit grandit vite. Trop vite. Il grandit dans un environnement où l'on apprend tôt à serrer les dents. Où l'on n'a pas toujours la place pour les états d'âme. Et déjà, quelque chose se met en place. Cette idée que montrer sa faiblesse, c'est offrir une prise. Et Robert, lui, n'a pas envie qu'on le saisisse. Il veut être celui qui tient debout. À l'école, il n'a pas une trajectoire paisible. Il passe par plusieurs établissements, comme un garçon qu'on ne sait pas vraiment où ranger. Trop nerveux. Trop impatient. Trop plein d'énergie. Alors il finit par faire ce que font beaucoup d'enfants qui se sentent à l'étroit, il sort du cadre. Il quitte l'école très jeune. 15 ans. L'âge où d'autres pensent encore au bal et au premier flirt, lui pense à payer. Il enchaîne les boulots. Camion. Entrepôt. Livraison. Il charge, il décharge, il recommence. Il se lève tôt, il rentre tard. Et sur ses épaules, il y a déjà quelque chose de lourd, l'idée qu'il doit mériter sa place. Mais dans ce quotidien dur, il y a une échappée. La scène. Pas forcément la grande scène, pas encore. D'abord, des petits endroits, des clubs, des hôtels. Il chante. Il se produit. Il apprend à capter un regard, à retenir une oreille, à faire taire une salle. Et là, quelque chose se réveille en lui, il a compris que l'attention est une drogue, mais aussi une protection. Quand on vous regarde, on ne vous écrase pas. Quand on vous applaudit, on ne vous rejette pas. Alors il se fabrique un nom. Il se refait une peau. Il abandonne son nom de naissance, comme on ferme une porte sur une enfance compliquée. Il devient Robert Conrad. 2 syllabes qui claquent, qui sonnent comme un héros de film, comme un type qu'on n'a pas envie de provoquer. Et vous imaginez la scène? Un jeune homme de Chicago, petit gabarit, détermination énorme. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas le réseau, sauf un détail. Sa mère travaille dans le milieu, connaît le pouvoir de la publicité, comprend comment fabriquer une image. Et ça, dans l'Amérique des années 50, c'est presque une arme. Un jour, on l'utilise comme coup promotionnel. On le fait poser devant un cinéma parce qu'il ressemble à James Dean. Ça paraît anecdotique, presque ridicule. Mais pour Robert, c'est une révélation. Un simple visage peut attirer une foule. Une ressemblance peut créer un fantasme. Une image peut changer une destinée. Et Robert, lui, veut être l'image. Pas le figurant. Il s'accroche. Il prend des cours. Il travaille son jeu. Il travaille sa voix. Il chante aussi, parce que c'est une autre porte d'entrée. Il apprend la discipline artistique comme il a appris la discipline du travail physique, avec l'obstination. Puis, Hollywood. Pas Hollywood la carte postale, mais Hollywood la machine. Les castings. Les refus. Les journées où l'on vous promet un retour qui ne vient jamais. Les petits rôles. Les minutes d'écran qu'on doit transformer en opportunités. Et c'est là que la dualité commence vraiment à se dessiner. Parce que Robert Conrad, celui que le public connaîtra plus tard, a l'air sûr de lui. Presque insolent. Mais le Robert Conrad de ces années-là est un homme qui doute. Un homme qui se sent parfois illégitime. Un homme qui se dit, le soir, dans un appartement trop petit, et si je n'étais qu'un type de Chicago qui joue à être quelqu'un. Sauf qu'il a une arme, l'audace. Il ose demander. Il ose se présenter. Il ose frapper aux portes. Il ose même, parfois,
prétendre qu'il est déjà ce qu'il veut devenir. Et vous savez quoi? Ça marche souvent comme ça. Certains attendent qu'on les choisisse. D'autres se comportent comme s'ils avaient déjà été choisis. Robert fait partie des seconds. Peu à peu, il décroche. Il se glisse dans des séries, des productions télévisées. Les années entre 50 et 60, c'est l'âge d'or de la télévision américaine. Les foyers s'équipent, les familles se réunissent le soir, et une star peut naître dans un salon, d'un seul épisode. Et Robert comprend vite le jeu. Il comprend qu'il ne suffit pas d'être bon. Il faut être mémorable. Il faut avoir une silhouette, une attitude, une énergie. Il faut devenir un type. Un archétype. Quelqu'un que le public reconnaît en 2 secondes. Alors il se muscle. Il se redresse. Il durcit son regard. Il adopte cette façon d'avancer comme si le sol lui appartenait. Et surtout, il devient un homme d'action. Un homme de cascade. Il y a des acteurs qui jouent le courage. Et d'autres qui le mettent en pratique. Robert Conrad, lui, adore prouver. Prouver qu'il n'a peur de rien. Prouver qu'il est capable. Prouver qu'il mérite son statut. C'est impressionnant, mais c'est aussi dangereux. Parce qu'à chaque fois qu'un homme a besoin de prouver qu'il est invincible, c'est souvent qu'il sent quelque part qu'il ne l'est pas. Le vrai tournant arrive quand il obtient un rôle régulier dans une série qui lui donne enfin un visage national. Là, il devient familier. Le public l'adopte. Et l'industrie commence à le voir autrement, plus comme un figurant ambitieux, mais comme une figure. Et puis, en 1965, il entre dans l'histoire de la télévision. James West. Les mystères de l'Ouest, The Wild Wild West, peu importe comment vous l'avez connu, le principe reste le même, un agent du gouvernement, dans un Far West revisité, avec des gadgets, des pièges, des combats, et une élégance de héros. Un mélange improbable, qui marche. Et Robert Conrad, là-dedans, est parfait. Il a ce sourire. Cette insolence contrôlée. Cette capacité à se battre comme un boxeur et à se tenir comme un gentleman. Il est l'homme qui peut être charmant une seconde, et violent la suivante. Il est la définition même de la dualité, le raffinement et la bagarre dans le même corps. Le public adore. Mais derrière le succès, il y a un prix. Le rythme est infernal. Les tournages s'enchaînent. La pression aussi. Et Robert, fidèle à lui-même, veut faire ses cascades. Il veut être celui qu'on admire, même dans les gestes les plus risqués. C'est sa fierté. Sa marque. Sa signature. Et un jour, le corps rappelle sa loi. Sur un tournage, il chute. Une chute brutale. Une chute qui n'a rien de cinématographique quand on la vit vraiment. Du béton. La tête. Le choc. L'hôpital. Le silence après le vacarme. Et là, pour la première fois, l'invincible comprend qu'il peut mourir. Imaginez ce moment. Vous êtes une star. Tout le monde vous voit comme un héros. Et vous êtes là, allongé, vulnérable, avec une douleur qui vous coupe le souffle. Et dans votre tête, une pensée insupportable, je ne contrôle rien. Ce genre de moment laisse une trace. Même si on se relève. Même si on sourit devant les caméras. Même si on reprend le costume. La blessure, elle reste. Et c'est là que la vie de Robert Conrad devient fascinante, et tragique. Parce qu'il continue. Il continue à jouer. À produire. À apparaître dans des films. À garder cette image de dur. Mais l'industrie change. Les années passent. Et lui, il cherche un nouveau terrain. Il le trouve dans une autre série culte, des années plus tard, Les Têtes Brûlées. Là, il incarne un leader de pilote, un homme de guerre, un type qui mène des têtes brûlées, tout en étant lui-même une tête brûlée. Et le rôle lui va comme un gant, parce qu'il n'a même pas besoin de forcer, il connaît la mentalité du combattant. Il connaît l'orgueil. Il connaît la bravade. Il connaît ce besoin de paraître fort. Mais la série, au départ, se bat pour survivre. Elle est mal placée. Elle affronte des géants de l'audience. Elle vacille. Et là, Robert Conrad montre une autre facette, le guerrier ne se bat pas seulement à l'écran. Il se bat aussi dans les bureaux. Il insiste. Il argumente. Il pousse. Il use de son poids, de son charisme, de sa détermination. Et pendant un temps, ça marche. La série revient, bouge de créneau, résiste, lutte encore. Ce n'est plus seulement une émission. C'est un bras de fer. Et Robert Conrad adore les bras de fer. Vous voyez le fil rouge? Dans sa vie, il y a toujours cette même mécanique. Quand ça menace de tomber, il serre les dents et il force. Il refuse l'idée de perdre. Il refuse l'idée d'être faible. Et c'est précisément pour ça que, plus tard, ce qu'une de ses filles dira sur lui aura autant de poids. Parce que les enfants voient ce que le public ne voit pas. Les enfants voient l'après. Le retour à la maison. Les silences. Les colères. Les failles. Et avant d'y arriver, il faut comprendre l'autre pilier de sa vie, la famille. Robert Conrad a eu une grande famille. Une famille nombreuse,
recomposée, vivante. Des enfants qui, pour certains, ont même travaillé avec lui, sur des plateaux, dans des projets où la frontière entre père et patron devient floue. Dans le public, ça donne une image presque chaleureuse. Le père star qui emmène ses enfants au travail, qui les initie, qui partage son monde. Dans l'intimité, c'est plus complexe. Parce que Robert Conrad était strict. Très strict. Un père à l'ancienne. Un père qui pense que l'amour se prouve par la discipline. Que la vie est dure, donc il faut durcir les enfants pour qu'ils ne se brisent pas. Alors il impose des règles. Des horaires. Des limites. Des exigences. Il veut des chambres impeccables. Il veut de bonnes notes. Il veut des valeurs. Il veut que ses enfants soient droits, travailleurs, honnêtes. Et sur ce point, il est cohérent, il ne joue pas au père sévère, il l'est. Il ne fait pas semblant de croire à la discipline, il la vit. Mais une règle, même juste, peut devenir une armure quand elle sert à cacher autre chose. Parce que dans beaucoup de familles, la dureté n'est pas seulement une éducation. C'est une protection. Une manière de ne pas parler du reste. De ne pas dire « j'ai peur ». De ne pas dire « je souffre ». De ne pas dire « je ne sais pas comment faire ». Et Robert Conrad, on le sent, n'a pas été élevé pour parler. Il a été élevé pour tenir. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, ou si vous êtes vous-même comme ça, vous savez à quel point c'est épuisant. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà connu un père, ou une mère, qui aimait fort, mais qui aimait dur? Ce simple partage peut faire du bien à quelqu'un qui nous écoute. Les années passent. Robert Conrad continue à apparaître ici et là, à maintenir sa légende. Il a même cette image publicitaire devenue presque mythique, l'acteur viril, batterie sur l'épaule, qui défie le monde. Comme si la virilité était un jeu. Comme si tomber était interdit. Et pendant longtemps, il tient. Mais la vie, elle, ne s'intéresse pas à votre image. Elle attend un moment. Un relâchement. Un faux pas. Une nuit trop longue. Une confiance de trop. Et le 31 mars 2003, tout bascule. Une route. Une voiture. Un choc frontal. Dans ce moment-là, il n'y a plus de caméra. Plus de script. Plus de cascade contrôlée. C'est la vraie vie, brutale, imprévisible, sans deuxième prise. Robert Conrad est gravement blessé. L'autre conducteur aussi. Et très vite, une réalité éclate au grand jour. Robert Conrad conduisait avec un taux d'alcool dans le sang très élevé. Et là, l'image du dur se transforme en image du coupable. Vous sentez le vertige? Vous passez d'icône télévisuelle à homme jugé, en une seconde. Pour lui, c'est l'humiliation. Pour le public, c'est la déception. Pour la victime et sa famille, c'est un drame. Et pour sa propre famille à lui, c'est un choc intime. Parce que quand votre père est une star, ses erreurs deviennent publiques. Elles sortent de la maison. Elles s'étalent. Elles vous collent à la peau. Robert Conrad doit faire face à la justice. Il plaide, il est condamné, il reçoit une peine qui, sur le papier, ressemble à une sanction. Mais la véritable peine, ce n'est pas seulement la justice. La véritable peine, c'est le corps. Après l'accident, son corps ne répond plus comme avant. Les nerfs sont touchés. Les mouvements deviennent limités. La douleur devient une compagne. Il a du mal à marcher. Il a besoin d'aide. Et surtout, il subit quelque chose qui est, pour un homme comme lui, presque pire que la douleur, la dépendance. Un homme qui a bâti son identité sur la force doit, soudain, accepter d'être fragile. Et ça, c'est une torture silencieuse. Parce que l'homme qui sautait, qui se battait, qui provoquait le danger, se retrouve à compter ses pas. À mesurer ses gestes. À s'asseoir plus souvent qu'il ne le voudrait. À se sentir prisonnier de son propre corps. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi l'autre drame, la victime. L'autre conducteur, lui aussi, garde des séquelles. Des fractures. Des douleurs. Une récupération longue. Un quotidien abîmé. Et même si, juridiquement, les choses se règlent, la souffrance, elle, ne se règle pas par un papier. Quelques années plus tard, cet homme meurt, encore jeune. Et sa famille, comme beaucoup de familles confrontées à ce genre de tragédie, associe cette mort à la cascade d'événements déclenchés par l'accident, la douleur, le stress, les complications. Et là, l'histoire de Robert Conrad devient impossible à regarder comme un simple fait divers. Parce qu'on touche à quelque chose de profondément humain, la culpabilité. Imaginez vivre avec ça. Imaginez être Robert Conrad, ancien héros des écrans, et savoir qu'une nuit d'alcool, une mauvaise décision, a détruit plusieurs vies. La vôtre. Celle de l'autre homme. Celle de vos familles. Et c'est ici que l'on comprend mieux ce que sa fille confirmera plus tard. Parce que, dans l'esprit du public, on se disait, il avait l'air invincible, mais cet homme devait porter un poids énorme. On le pensait. On le soupçonnait. On le devinait entre deux sourires, dans certains silences,
dans cette façon de parler du passé comme d'un territoire miné. Et elle, sa fille, finira par le dire avec des mots simples, il a été changé. Il a été marqué. Il ne s'est plus jamais tout à fait remis. Ce n'était pas seulement un accident. C'était une fracture intérieure. Après 2003, Robert Conrad s'éloigne peu à peu des plateaux. Il fait moins d'apparitions. Et ce n'est pas seulement parce que les rôles se font rares. C'est aussi parce qu'il ne peut plus être Robert Conrad comme avant. Le dur, le bagarreur, le cascadeur, n'existe plus de la même manière. Alors il se réinvente autrement. Il parle. Il anime. Il fait de la radio. Il raconte. Il se souvient. Et dans ces années-là, quelque chose de plus doux apparaît, une forme de nostalgie. Un homme qui accepte, enfin, d'être un survivant plutôt qu'un guerrier. Mais même là, l'orgueil n'est jamais loin. Il garde cette façon de défier le monde. Cette posture. Ce ton. Comme si, même assis, il voulait rester debout. Et pourtant, ceux qui le côtoient dans cette période disent souvent la même chose, il y avait des jours lumineux, et des jours sombres. Des jours où il plaisantait, où il racontait Hollywood, où il redevenait l'acteur charismatique. Et des jours où il se repliait. Où il semblait absent, comme si sa tête était ailleurs. Vous imaginez ce que c'est, d'avoir une perte de mémoire autour de l'événement qui a brisé votre vie? C'est comme vivre avec un trou noir. Vous savez que quelque chose a eu lieu, tout le monde vous le répète, mais vous ne pouvez pas vous accrocher aux images intérieures. Et du coup, l'esprit comble les vides avec des émotions brutes, honte, colère, tristesse. Et dans ce genre de situation, beaucoup d'hommes comme lui, ne savent pas demander de l'aide. Ils savent tenir. Ils savent encaisser. Mais demander? Non. Ça, c'est une autre forme de courage. C'est là qu'on revient à sa dualité fondamentale. Robert Conrad, c'était l'image du courage, mais aussi l'homme qui craignait sa propre faiblesse. Il était l'icône virile, mais aussi le père strict qui essayait, maladroitement parfois, de transmettre une solidité qu'il n'était pas certain de posséder lui-même. Il était le héros de The Wild Wild West, mais il était aussi un homme qui, après l'accident, devait se battre contre la dépression, contre la perte de contrôle, contre l'idée qu'il avait trahi ses propres principes. Et si vous avez grandi dans une époque où les hommes ne parlaient pas de ce qu'ils ressentaient, vous comprenez à quel point ce combat est silencieux. On ne le voit pas. Il se joue derrière les portes, dans les regards, dans la fatigue du matin. Pendant ce temps, le monde, lui, continue. Les séries deviennent des souvenirs. Les générations changent. Et pourtant, chose étrange, les mystères de l'Ouest ne meurent pas. La série trouve un nouveau public. Des gens qui n'étaient même pas nés au moment de la diffusion découvrent James West. Redécouvrent Robert Conrad. Et lui, malgré tout, aime ça. Il aime l'idée que ce qu'il a créé survit. Mais il y a aussi un autre épisode qui montre bien son caractère, quand un film sort, inspiré de la série, des décennies plus tard. Une grosse production, des stars, un autre ton, une autre époque. Et Robert Conrad n'aime pas. Il n'aime pas du tout. Il le dit, il le montre. Il va même jusqu'à apparaître à une cérémonie humoristique pour accepter des récompenses moqueuses au nom du film, comme pour dire, vous avez sali quelque chose qui comptait. Ça peut faire rire, ça peut paraître théâtral. Mais en réalité, c'est très cohérent avec lui. Robert Conrad était un homme de fierté. Il défendait son territoire. Ses souvenirs. Son œuvre. Son image. Et là, encore une fois, on touche à ce qu'on croyait depuis le début, ce n'était pas seulement un acteur. C'était un homme qui vivait ses rôles comme des extensions de lui-même. Quand il jouait un héros, il voulait être ce héros. Quand il jouait un dur, il voulait être ce dur. Et quand la vie lui a prouvé qu'il ne pouvait pas toujours l'être, ça l'a brisé plus que n'importe quelle critique. C'est dans ce contexte qu'on comprend mieux ses relations familiales. Parce qu'une grande famille, c'est du bruit, de l'amour, des disputes, des retrouvailles, et aussi des blessures. Surtout quand le père est une figure publique. Ses enfants, certains ont marché dans ses pas. D'autres ont pris leur propre chemin. Mais tous ont vécu avec cette présence immense, un père plus grand que la vie, et pourtant parfois absent émotionnellement. Et c'est là qu'intervient cette confirmation. Des années après, quand la poussière retombe, quand les projecteurs s'éteignent, quand la gloire devient un souvenir, l'une de ses filles met des mots sur ce que beaucoup pressentaient. Il avait besoin de contrôler parce qu'il avait peur. Peur du chaos. Peur du vide. Peur de retomber dans l'enfant de Chicago qui devait se débrouiller seul. Elle confirme aussi quelque chose de troublant. Robert Conrad pouvait être dur, oui, strict, oui, mais il n'était pas indifférent. Il n'était pas froid. Il était, en réalité, profondément affecté. Simplement, il ne savait pas comment le montrer autrement que par des règles, par des exigences, par cette façon de dire je t'aime en te préparant au monde. Et à ce moment-là, la légende change de couleur. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on prenait pour de la dureté, était aussi une forme de peur.
Et ce qu'on prenait pour de l'arrogance, était aussi une manière de survivre. Vous sentez comme ça devient plus humain? On peut juger ses erreurs. On peut condamner l'accident, l'alcool au volant, les conséquences. On doit même le faire, parce que ces drames détruisent des vies. Mais on peut aussi, en même temps, regarder l'homme et se dire, comment un héros devient-il un homme brisé? La réponse n'est jamais simple. C'est un empilement. Une enfance où l'on grandit trop vite. Une industrie où l'on apprend à porter un masque. Un succès où l'on confond la performance et l'identité. Une fierté qui devient une prison. Et un jour, une nuit, une route, qui fait exploser tout le château. Après l'accident, Robert Conrad se bat. Il se répare comme il peut. Chirurgie, rééducation, contrainte, douleur. Il essaie de retrouver une dignité. Et là encore, il refuse d'être plat. Il veut qu'on le respecte. Mais l'intimité, elle, raconte autre chose. Des moments où il s'effondre, des moments où il se ferme, des moments où il n'a plus la force de jouer le dur. Et c'est cette vérité-là, cette vérité intime, que sa fille finira par confirmer. Le Robert Conrad qu'on voyait à la télévision n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute l'histoire. C'était une moitié. La moitié lumineuse. La moitié spectaculaire. L'autre moitié, c'était celle de l'homme qui souffre en silence. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus cruelle de cette histoire. Parfois, on applaudit l'armure, et on oublie la peau dessous. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose dans cette histoire vous parle. Alors abonnez-vous, pas par habitude, mais parce que cette chaîne raconte ce que les images cachent, les vies derrière les légendes. Et il y a encore beaucoup de destins comme celui-ci, où la vérité est plus forte que la fiction. Revenons une seconde au Robert Conrad d'avant la chute, parce que c'est important. À son apogée, il incarne un type d'homme très américain, le self-made man. Celui qui part de rien. Celui qui force les portes. Celui qui se fabrique. Et il inspire. Pour une génération, il est un symbole de courage. D'action. De virilité. Un héros de télévision, oui, mais aussi une projection. Le spectateur se dit moi aussi, j'aimerais être comme ça. Sauf qu'à force de jouer un symbole, on finit parfois par s'y perdre. Robert Conrad, on le voit dans sa manière de vivre, il aime l'adrénaline. La fête. Le défi. La tension. Il aime le moment où tout peut basculer, parce que c'est là qu'il se sent vivant. Mais l'adrénaline est une amante dangereuse. Elle vous demande toujours plus. Et quand le corps fatigue, quand l'âge arrive, quand la douleur commence à s'installer, certains cherchent un substitut. Certains cherchent un anesthésiant. Certains cherchent une façon de retrouver le même niveau de sensation. C'est comme ça que beaucoup glissent. Et ce glissement, quand on est une star, se fait souvent en coulisses, loin des regards. Jusqu'au jour où ça explose au grand jour. Ce qui s'est passé en 2003, c'est ce moment-là, l'explosion publique. Et ce qui est terrible, c'est que le drame a une portée immense, une célébrité impliquée, une victime, des blessures, des procès, des familles, des séquelles. Alors le récit s'écrit sans lui. Les journaux, les discussions, les opinions. Certains l'excusent. D'autres le condamnent. Et lui, au milieu, tente de rester debout. Imaginez être un homme de 68 ans, connu pour incarner des héros, et être soudain vu comme un danger. Comme un homme irresponsable. Comme un homme qui a détruit. C'est une chute morale. Et les chutes morales laissent des cicatrices que la chirurgie ne répare pas. À ce stade, beaucoup auraient disparu. Se seraient enfermés. Auraient fui. Robert Conrad, lui, reste là. Il continue d'exister publiquement, mais autrement. Avec moins de rôles, plus de paroles. Comme si, au fond, il avait besoin de raconter. De justifier. De donner un sens. Et c'est là qu'on comprend une autre chose, il n'a jamais cessé d'être un performeur. Même dans la douleur, il joue un rôle. Celui du combattant qui tient. Celui du type qui ne pleure pas. Mais les proches voient les fissures. Et sa fille, elle, voit ce que personne ne voit, ce que ça coûte de tenir ce rôle chaque jour. Elle voit les nuits plus longues. Les matins plus lourds. Les trous de mémoire. Les moments où il s'irrite sans raison, puis regrette. Les instants où il parle d'un souvenir et s'arrête, comme s'il venait de se rappeler quelque chose, ou comme s'il venait de se rappeler qu'il ne se rappelle pas. Et un jour, elle confirme. Elle confirme qu'il a été profondément changé. Elle confirme que l'accident a pris plus que sa force, il a pris une part de lui-même. Et là, la phrase ce que nous pensions depuis le début prend tout son sens. Parce que, instinctivement, quand on regardait Robert Conrad, on se disait, ce type-là est trop intense pour être simple. On sentait qu'il y avait derrière l'énergie une tension. Derrière le sourire une lutte. Derrière le courage une peur. Et elle le dit enfin, oui. Il y avait une lutte. Alors, que reste-t-il? Il reste ses rôles, évidemment. Il reste James West, ce personnage qui a marqué la télévision. Il reste les têtes brûlées, ce leader de pilote,
ce mélange de bravoure et d'insolence. Il reste aussi ses projets où il a montré qu'il pouvait être plus qu'un dur, des rôles historiques, des personnages plus complexes. Mais surtout, il reste une image plus réelle, celle d'un homme construit sur une blessure d'enfance, porté par une volonté incroyable, et rattrapé par ses propres démons. Et c'est là que l'histoire devient universelle. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un acteur. C'est l'histoire de tous ceux qui se construisent une armure pour survivre. De tous ceux qui deviennent forts parce qu'ils n'ont pas eu le choix. De tous ceux qui pensent qu'ils doivent prouver, encore et encore, qu'ils méritent d'être aimés, respectés, reconnus. Et parfois, cette armure vous sauve. Parfois, elle vous étouffe. Robert Conrad, dans ses dernières années, reste entouré, malgré tout. Sa famille est là. Ses enfants ont grandi. Certains sont restés proches. D'autres ont leur vie. Mais la figure du père, elle, reste imposante. Il meurt en 2020, d'une insuffisance cardiaque, chez lui, en Californie. Et là encore, on pourrait se contenter d'une ligne, une star s'est éteinte. Mais si on a compris son histoire, on sait que ce n'est pas seulement une star. C'est un homme qui a couru toute sa vie, pour ne pas être rattrapé. Rattrapé par son enfance. Rattrapé par la peur de ne pas suffire. Rattrapé par la nécessité d'être fort. Rattrapé par une erreur tragique. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une nuance qui rend son histoire encore plus poignante, il n'était pas un monstre. Il n'était pas un homme sans cœur. Il était un homme trop fier, trop intense, trop chargé. Et c'est ça, au fond, que sa fille confirme. Pas une excuse. Pas un pardon automatique. Mais une vérité humaine, derrière le héros, il y avait un homme. Un homme qui a aimé sa famille à sa manière. Un homme qui a voulu bien faire, parfois maladroitement. Un homme qui a payé très cher ses décisions. Et vous, quand vous pensez à Robert Conrad, à cette époque où la télévision avait ce goût particulier, où les héros semblaient plus grands que nous, est-ce que vous préférez garder l'image du dur invincible, ou est-ce que cette version plus humaine vous touche davantage? Dites-le en commentaire. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste ce que vous ressentez. Parce que c'est ça, le pouvoir des biographies, elles nous rappellent que derrière les légendes, il y a des êtres humains. Et que parfois, la vérité la plus forte n'est pas celle qu'on crie. C'est celle qu'on n'ose jamais dire. Si cette histoire vous a remué, prenez une seconde pour vous abonner. Pas comme un geste automatique. Comme un petit signe. Oui, on veut encore entendre ces récits, oui, on veut regarder les héros autrement, oui, on veut comprendre. Et la prochaine fois que vous reverrez James West sauter, se battre, sourire au danger, vous ne verrez plus seulement un acteur. Vous verrez un homme qui, toute sa vie, a défié le monde. Et qui, au final, a dû affronter le seul adversaire qu'il ne pouvait pas mettre au sol, lui-même.